Messieurs les techniciens, vous pouvez me confirmer que vous êtes prêts? Ok, très bien, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Je salue celles et ceux qui sont en ligne puisque le Conseil est retransmis sur la page Facebook de la ville et sur la page YouTube de la ville. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue. Et je vais commencer par procéder à l'appel. Je vais prendre un stylo, ce sera quand même plus simple. Je suis moi-même présente. Monsieur Franck Sureau. Présent. Madame Julie Morel. Monsieur Mohamed Kachour. Madame Mélanie Z. Monsieur Farid Jabali. Madame Laure Greza. Monsieur Abdelaziz Moussa. Madame Florence Audonnet. Monsieur Franz Dorlus. Madame Audrey Charifi Alaoui. Monsieur Luc Marion. Monsieur Malik Gueye. Monsieur Tar est excusé, représenté par Franck Sureau. Madame Louise Delaby. Monsieur Penez est excusé et il arrivera en retard et représenté par Farid Jabali. Madame Cathy Amari. Madame Hélène Batossi. Madame Christine Fouquet. Monsieur Thierry Tarquin. Madame Marianne Margaté. Monsieur Sébastien Merer. Madame Sarah Ouairi. Monsieur Sylvain Bernard. Madame Adeline Oussiot. Madame Sandrine Lemaître. Monsieur Sabri Leidouni. Monsieur Dillard Henri Verdi. Madame Esther Améga. Présente. Monsieur Richard Huyot. Monsieur Laurent Prugnot. Madame Fabienne Four. Monsieur Charles Champsa. Madame Marie-Charline Florius. Madame Alexandra Huyot. Bien, je vous remercie. Il nous faut nommer un secrétaire de séance et je vous propose que ce soit Julie Morel. Pas de vote contre, pas d'abstention. Eh bien, je vous remercie. Je remercie Julie pour ce secrétariat de séance. Il nous faut maintenant, si vous le voulez bien, procéder à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Prugnot. Oui, sur le dernier point, alors je n'avais pas l'ouvrir sur mon ordinateur, il y a le dernier point où on est 5 seulement à ne pas avoir pris part au vote du précédent conseil municipal, alors qu'on était 6, mais il manque Marie-Charline Florius sur l'approbation. Tout à fait, oui. Elle est en page 39, hein, monsieur. Exactement, ouais, sur le dernier point. Eh bien, on ajoute madame Florius. Et j'avais posé à l'époque une question sur le point 17, on m'avait répondu sur le point 20, monsieur Sureau, et pas sur le point 17. Est-ce qu'on peut éclaircir le point 17, qui n'a pas été répondu lors du conseil précédent, régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 50 000 €. Juste pour information, il y a eu une commission d'appel d'offres de l'assureur de la mairie qui augmente ses tarifs de façon conséquente. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on devrait subvenir à jusqu'à 50 000 € des dommages sur des véhicules de la mairie et savoir combien il y a de véhicules à la mairie. Ça serait bien aussi de savoir. À savoir qu'on a une majoration de la cotisation annuelle de 15% déjà, qui fait monter, elle sera portée donc à 57 000 €. Donc j'aimerais savoir pour quelles raisons. En fait, la somme, c'est la question qui est évoquée là, c'est les délégations au maire, c'est-à-dire jusqu'à une réparation de 57 000 €, ça tient d'une décision du maire. Au-delà, c'est une décision du conseil municipal. On ne peut pas préjuger du montant de réparation. On a des véhicules qui coûtent plus de 250 000 € comme un bus. On peut se dire qu'à un moment donné, il y a des réparations qui pourraient coûter plus cher. Jusqu'à 57 000 €, vous serez avisé au conseil municipal via les décisions du maire. Et au-delà, via un vote du conseil municipal. Avec déclaration au préalable à l'assurance, on est bien d'accord. Bien sûr. Ok. Non, mais comme c'est pas précisé, c'est ce point-là qu'on. Ça va de soi. Non, ça valait pas de soi. C'était pas écrit comme ça. Merci. Très bien. Donc, avec la modification du vote du dernier point, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, nous allons passer, si vous voulez bien, au rapport d'orientation budgétaire 2026 et sa mise en débat, comme chaque année.
dans un délai qui précède de 2 mois, puisque c'est la loi qui le fixe ainsi. Le débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu 2 mois avant le vote du budget primitif. Alors ça arrivera bien plus en amont, puisque nous voterons le budget le 17 avril prochain. Ce document qui est structurant, qui reprend un certain nombre de données macroéconomiques et qui ont plus attrait à la ville, est un document d'orientation qui permet de fixer le cap du budget prévisionnel 2026. Il fait un certain nombre de rappels qui sont nécessaires pour comprendre le secteur d'influence dans lequel les collectivités vivent et singulièrement la nôtre. Donc c'est un exercice que nous devons faire chaque année et qui permet donc de mettre en débat les orientations fixées par la municipalité. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la loi de finances a été adoptée très tardivement cette année, c'est-à-dire le 2 février, pour donner les dernières orientations aux villes et aux collectivités territoriales plus largement pour fixer leur budget. Rappelons quand même que sur le bloc communal et sur les collectivités territoriales, c'est une ponction de 5 milliards et non pas 2, comme avait pu le dire le Premier ministre, qui ont été décidés dans ce projet de loi de finances. Et je viendrai dans mon propos vous dire de la manière dont ces ponctions qui sont totalement injustes viennent écrêter les moyens des collectivités, singulièrement la nôtre, alors que, je le rappelle, la commune vote son budget en équilibre, à la différence de celui de l'État. Et pour dire concrètement, la baisse et la perte cumulée pour Mitry cette année, avec la perte, en tout cas pour partie à minima, de la DCRTP, donc moins 517 000 euros. La baisse de la compensation des valeurs locatives des locaux industriels pour 761 000 euros. C'est un effet cumulé d'1,3 million. On y reviendra par la suite. À cela, j'ajoute un certain nombre d'autres mesures, comme singulièrement celui de la CNRACL, dont les ponctions ont été décidées d'être à la hausse chaque année pendant 4 ans. De notre côté, nous affichons avec ce débat d'orientation budgétaire une détermination à continuer, à adapter, à innover un projet pour Mitry-Mory, pour les Mitriennes et les Mitriens. Et ce document viendra clarifier, non pas secteur par secteur, mais dans les grandes masses budgétaires, comment il entend voir l'année 2026 et se projeter dans l'avenir. Vous retrouverez donc des éléments de conjoncture macroéconomique. On revient sur l'idée, enfin pas l'idée seulement, mais la situation de la croissance mondiale qui est évaluée en 2026 à 2,6% et qui pourrait se redresser à un tout petit peu plus à 2,7% en 2027. Donc c'est une stagnation ou en tout cas une inflexion à moyen terme qui est somme toute mesurée. Ce qui concerne la zone euro, la croissance en 2026 devrait atteindre 1,3%. Après avoir été de 1,4 en 2025 et elle est déjà anticipée à 1,2% en 2026, mais les mois qui viendront nous confirmer tout cela. Et il faut dire aussi que l'inflation que nous avons connue dans des proportions énormes dans les années antérieures vient elle aussi s'infléchir pour s'établir autour de 1,9% en 2026. En ce qui concerne l'économie française, une progression du PIB qui est estimée par trimestre à plus 0,3% et qui donc pourrait conduire à une croissance annuelle autour de 1%, ce qui est somme toute très modeste. Sur la question du marché du travail et des signaux qui demeurent contrastés, comme le dit le document qui vous est présenté. Le taux de chômage a atteint en 2005 7,9% et pourrait se trouver dans une situation à peu près similaire en 2026 à 7,8%. Notons aussi que la loi de finances essayait de consolider un déficit autour de 5% du PIB en 2026. Donc on peut le dire, dans ce contexte de croissance, disons-le, atone et de contraintes budgétaires persistantes, la pression sur les finances locales est appelée à demeurer structurellement élevée pour cette année encore, mais surtout, nous le craignons pour les années à venir. Cette loi de finances, elle a des conséquences pour bon nombre d'entre nous, et elle en a aussi et surtout pour le bloc local. Un petit inventaire des différentes ponctions et mesures qui viennent rogner sur le pouvoir d'agir des collectivités. Le premier, le DILICO, que nous avons dû payer à hauteur de plus de 300 000 euros cette année,
qui cette année va épargner les communes, mais qui va donc se répartir sur les régions, les intercommunalités et les départements, donc sur leur capacité à pouvoir nous aider dans le montage de projets et notamment d'investissements, et donc cela à hauteur de 740 millions pour l'année 2026. Concernant la dotation globale de fonctionnement, même si le Premier ministre a indiqué une enveloppe constante, il faut y voir une enveloppe qui descend, puisqu'en valeur constante, elle descend. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'étais à l'Association des maires de France, et donc on comptabilisait que 47% des communes perdent de la DGF cette année, donc de la dotation globale de fonctionnement, qui, je rappelle, normalement était une dotation de l'État pour subvenir aux services qui avaient été décentralisés. Alors pour la ville de Mitry-Mory, depuis 2019, c'est une histoire ancienne puisque nous n'avons plus de DGF alors qu'elle était de 2,8 millions en 2014. Nous percevons uniquement au titre de la DSU, qui est la dotation de solidarité urbaine, et c'est parce que bien la singularité de notre ville bien répond aux critères de dotation de la DSU. Vous l'avez vu, ces enveloppes, la disparition, je l'évoquais tout à l'heure, d'une partie au moins, sinon toute, de la DCRTP, et puis des enveloppes pour les collectivités qui sont fléchées vers les collectivités, qui elles aussi dégringolent, notamment la DISIL ou la DETR, qui sont des principes de subvention aux collectivités pour financer leur investissement. Ça va de pair avec le recul du fonds vert, qui était pourtant un fer de lance du gouvernement, pour nous aider à rentrer bien dans des pratiques de transition écologique et singulièrement de rénovation thermique de nos bâtiments. Elle était de 1,15 milliard en 2025. Elle chute à 840 millions en 2026. C'est une très mauvaise nouvelle pour les travaux que nous avons à faire en termes de transition écologique et de rénovation thermique, alors que nous savons que c'est un secteur dans lequel il nous faut fortement investir. À cela s'ajoute aussi des revenus pour le CNFPT, qui est l'organisme de formation des agents territoriaux, qui voit ses recettes plafonnées, et donc des accompagnements aux agents qui se retrouvent fragilisés. Et puis sur la question des bases des impôts, bien une progression qui est anticipée aujourd'hui à 0,8%, donc bien moins que ce qu'on a connu par le passé. Et donc de fait, bien des recettes amputées pour les collectivités si elles ne touchent pas à leur taux. Donc vous l'aurez vu, c'est une réfaction subie sur notre épargne brute d'un peu plus de 1 500 000 euros, et c'est donc tout à fait préoccupant pour voir l'avenir et puis préparer un avenir serein. Je ne reviens pas sur la DCRTP, j'en ai parlé tout à l'heure, une perte de plus de 500 000 euros. Mais je veux dire aussi, dans des territoires comme les nôtres, que le cadeau qui a été une nouvelle fois fait sur le foncier industriel nous coûte très cher. D'une part, la DCRTP, mais aussi ce coefficient correcteur sur la taxe foncière industrielle, qui a été notamment compensé par l'État et qui se voit abaisser de nouveau cette année. Et comme nous l'avions dit déjà depuis très longtemps, quand on change des masses dynamiques de fiscales en dotation, bien la crainte, c'est que l'État se serve dessus pour éponger ses propres dettes, et c'en est la démonstration tout à fait éclairée dans les derniers budgets que nous avons connus. Et puis enfin, j'y reviens d'un mot, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le régime de la CNRACL. Donc nous avions déjà contribué pour 215 000 euros de plus l'an dernier. À cela s'ajoute cette année 264 000 euros qui viennent gréver là aussi les possibilités de la ville. Donc vous le voyez, et on se le dit chaque année, il y a ici des personnes qui sont habituées à suivre la trajectoire des finances locales. C'est des décennies de contraintes budgétaires qui viennent alourdir la charge, alors que la demande en service public et en action est toujours plus forte de la part de nos concitoyens, et ils ont bien raison de le demander. Je reviens d'un trait sur la question plus locale, notamment pour vous parler de la DGF que j'ai déjà évoquée il y a quelques minutes, puisque nous revenons sur le document en page 10 sur la trajectoire qu'a subie la dotation globale de fonctionnement. Vous le voyez, à près de 2,8 millions en 2013 pour en 2019 être à zéro, et elle l'est toujours, rassurez-vous,
il n'y a pas eu de bonne surprise de ce côté-là. Et donc, nous touchons la DSU. D'ailleurs, les montants sont arrivés hier ou ce matin de la part du ministère des Finances. Ça représente globalement 14 euros par habitant à Mitry-Mory, alors que dans la moyenne des villes de même strate, les dotations perçues par les collectivités sont en moyenne 205 euros. Donc, c'est un écart potentiel de l'ordre de 4,2 millions d'euros, ce qui est loin d'être anecdotique. Sur la question de notre agglomération, l'agglomération Roissy-Pays de France, c'est elle désormais qui, depuis notre intégration, touche la dynamique de la fiscalité économique. Et il faut dire que bien elle est plutôt attractive puisque l'agglomération s'est vue renforcée de 5,8 millions d'euros l'année dernière pour le compte de Mitry-Mory uniquement. Et donc, d'où la nécessité, je crois, de continuer de travailler un pacte financier fort avec la CARF qui permet aussi aux communes de bénéficier bien de la dynamique qu'elle engage et qu'elle engendre sur son territoire. Et puis, revenons-y d'un mot, parce que ce sont des crises qui, structurellement, ont touché la collectivité ces dernières années et qui ont dû nous amener à nous adapter plus que d'habitude, notamment la crise Covid qui a engendré des dépenses importantes, et puis cette question d'inflation de l'énergie qui a pesé très, très lourd, et notamment sur les budgets 2023 et 2024. Et c'est à rappeler parce que ça n'est pas anecdotique dans les constructions budgétaires qui ont été les nôtres. S'ajoute à cela, mais je vais pas faire plus ample commentaire, l'instabilité politique du pays qui n'engage pas d'une part le tissu économique à prendre bien le taureau par les cornes et nous non plus à pouvoir engager sereinement l'avenir puisque nous ne savons pas à chaque loi de finances à quelle sauce nous allons être mangés. La preuve en est, l'année dernière, ils ont trouvé le dilico pour nous ponctionner. Je ne sais pas quel autre petits mots sympathiques ils trouveront pour venir ponctionner encore plus les collectivités qui investissent au quotidien et qui, par ailleurs, ne s'endettent pas, au contraire de l'État. Pour autant, de notre point de vue, nous sommes restés fidèles à nos engagements en respectant en même temps les enveloppes budgétaires qui étaient les nôtres, en gestionnaire en tout cas rigoureux pour préserver l'avenir de notre ville. Je rappelle que depuis 19 ans, nous n'avons pas augmenté la fiscalité des ménages. Ce sont les bases que le gouvernement a pu décider d'augmenter, mais vous voyez dans le tableau que vous retrouvez page 12 et que vous avez peut-être à l'écran, nos taux de fiscalité qui restent inchangés depuis maintenant plusieurs années. Le seul écart que vous pouvez voir sur le foncier bâti, c'est aussi là un souhait du gouvernement que de redonner la part départementale aux collectivités et en neutralisant une autre partie de leurs ressources. Donc c'était un jeu à somme nulle à l'époque. Par ailleurs, nous avons maintenu une politique ambitieuse d'équipement. Sur la période 2020-2025, c'est pas moins de 51 millions des dépenses d'équipement qui ont été réalisées. Et vous voyez là, donc, chaque année, un montant oscillant entre 5 et 11 millions sur la période du dernier mandat, qui ont été financés soit par l'épargne brute, soit par des ressources propres, soit par la variation de dette, c'est-à-dire via des emprunts, ou par des subventions également. Notons qu'au mandat d'avant, nous avions investi plus de 57 millions, mais entre-temps est passé toutes les réformes que j'ai pu évoquer juste avant. Sur la question du service rendu à la population, parce qu'il est de coutume qu'on mette en parallèle notre ville avec les villes de même strate, il est constaté qu'à Mitry-Mory, nous investissons, si on le rapporte à l'habitant, 1 965 € par habitant, alors que dans les villes de même strate, la somme est de 1 435 €. Ça montre là aussi une politique ambitieuse d'investissement. Sur la stratégie financière de la collectivité, elle est restée la même et ce depuis de nombreuses années, c'est-à-dire bien tourner autour de la barre des 10% du taux d'épargne brute et de 10 ans de capacité de désendettement. Et vous reprenez là aussi les chiffres qui ont été les nôtres. Nous avons indiqué en 2023 accepter un pas de côté, notamment au regard des crises que j'évoquais, singulièrement de l'inflation et de la crise énergétique, pour revenir dans des eaux tout à fait régulières dans les années qui ont suivi, 2024-2025. Et vous verrez que nos prévisions 2026 nous ramènent dans ces mêmes ratios qui nous permettent chaque année d'envisager, en tout cas, l'avenir à court terme, puisque le long terme n'existe plus dorénavant, et je l'espère pas pour trop longtemps.
Sur le compte administratif, c'est-à-dire le réalisé de l'année 2025 que nous passerons au conseil municipal prochain. Voilà quelques données du compte administratif qui a été arrêté, qui vous sera présenté et qui vous donne le résultat de fonctionnement, d'investissement, le résultat brut, mais les restes à réaliser de recettes et de dépenses, et donc avec un résultat net positif de 266 000 euros. On rappelle que dans les restes à réaliser, il y a plusieurs formes de recettes et de dépenses. En recettes, des emprunts, mais aussi des fonds d'aménagement, des dotations de soutien à l'investissement, des fonds d'aide pour certains nombres d'équipements que nous avons faits, que ce soit sur la Ligue de football amateur, mais aussi de l'agglo ou de la région Île-de-France. Et dans les RAR, c'est-à-dire les restes à réaliser en dépenses, un certain nombre de dépenses qui ont trait à des dépenses qui sont et des investissements qui sont en cours, dont la maison de la biodiversité, les voûtes de l'église, les véhicules, du matériel de restauration scolaire pour passer au zéro plastique depuis janvier dernier, les toitures des bâtiments de Villeparisis, des aménagements de voirie, rideau de Seine de la Talente et l'acquisition d'orodateurs. Donc voilà, ce résultat net, et on le confirmera au compte administratif d'ici 15 jours, de 266 000 euros. Ce qui est plutôt même si elle a été moins forte que ce qu'on aurait pu penser au regard des réformes que nous avons dû absorber, une bonne nouvelle que de se retrouver avec un résultat positif qu'il nous faudra affecté et reporté pour l'année 2026. Donc, je disais, ce budget primitif nous permet de revenir dans les ratios que nous étions fixés, et c'est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Donc, le budget primitif anticipait une épargne brute à 4,4 millions d'euros, soit un taux d'épargne prévisionnelle à 9,4%, pour une capacité de désendettement à 9,2 ans, et le CA vient conforter, donc avec une épargne brute à 4,3 millions d'euros et donc une capacité de désendettement à 9,1%. C'est dire que nos prévisions sont conformes aux réalisés. Et là-dessus, il y a donc la manière de vous l'expliquer avec des recettes de fonctionnement qui sont quasiment réalisées à 100%, et qui représentent donc un certain nombre de recettes comme les atténuations de charges, les produits de services, les impôts et taxes, la fiscalité locale. On pourra rentrer dans le détail si jamais vous le vouliez. Je vous rappelle que le produit de la taxe foncière bâtie, puisque c'est la seule taxe que nous percevons aujourd'hui, est de 15,2 millions d'euros. 6 millions proviennent des résidents propriétaires, le reste des contributions du tissu économique et ou industriel. Et il y a à cela, on ajoute certaines dotations qui sont dues par certains de nos partenaires, les produits de gestion courante et les produits exceptionnels. À mettre en relation de ces recettes de fonctionnement, il y a bien sûr les dépenses de fonctionnement qui, elles aussi, sont atteintes à près de 100%, puisque 99,7%, vous conviendrez que l'exercice est atteint, et donc avec un montant de un peu plus de 42 millions d'euros qui comprennent les charges à caractère général. Et donc là, vous reprenez aussi les comptes administratifs des dernières années pour voir les évolutions. Et bien sûr, les charges de ressources de personnel qui sont elles aussi réalisées à hauteur de 99,8%. Les charges de gestion courante, et donc avec un certain nombre ventilé sur un certain nombre de partenaires dans lesquels nous avons bien des subventions ou des parts en fonction de la qualité dans laquelle nous siégeons. Les frais financiers, il faut en dire un mot, qui pèsent toujours plus lourd à mesure que les taux augmentent et qui viennent, elles aussi, impacter, mais nous le reverrons au moment du zoom sur la dette et les charges exceptionnelles. À mettre en relation aussi la réalisation budgétaire en investissement, donc les dépenses d'équipement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à un peu plus de 10 millions d'euros cette année, donc qui pour l'essentiel correspondent à l'amélioration des tapis routiers et trottoirs, notamment de Concorde, de la requalification Roosevelt, des rues Richelieu, Salomon, Soissons, Impasse Brincens, du développement des liaisons douces, de la poursuite du remplacement de l'éclairage public en LED, du lancement des travaux de la maison de la biodiversité, du déploiement du programme d'excellence et d'efficacité énergétique et de la restauration des voûtes, non pas du chœur, mais des voûtes de l'église Saint-Martin.
Donc, elles sont financées par diverses enveloppes. Donc, l'épargne brute, bien sûr, j'en ai parlé, mais aussi des recettes que nous avons liées au FCTVA et aux subventions, de l'encours de dette quand nous avons besoin d'emprunter et la variation du fonds de roulement, ce qui nous amène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un résultat net reporté de 266 000 €. Dans ces dépenses de fonctionnement, il y a aussi, à la fin de toutes ces dépenses, l'épargne brune et la solvabilité. Donc, je confirme ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Une capacité en 2025 de désendettement qui était anticipée à 9,2 ans et qui sera au CA à 9,1 ans. Sur les prévisions budgétaires de 2026, donc je confirme que pour la 19e année consécutive, notre budget sera établi à pression fiscale constante, c'est-à-dire sans augmentation. Et donc, nous anticipons une épargne brute à 3,2 millions d'euros et un taux d'épargne à 7%, une capacité de désendettement à 10,9 ans. On détaille là, si vous le voulez, donc un nouvel exercice sans pression fiscale constante, mais aussi des recettes de fonctionnement, avec une baisse anticipée de 1,1% sur les recettes de fonctionnement. Et on reproduit le même exercice qui viennent de diverses recettes reçues par la commune, les atténuations de charges, les produits des services, les impôts et taxes, la fiscalité locale et les diverses dotations qui sont toutes et tous énumérées, ainsi que les produits de la gestion courante. À mettre en parallèle pour 2026, et nous le verrons dans le BP dans 15 jours, bien nous avons anticipé des dépenses de fonctionnement à hauteur de 42 509 000 €, soit une hausse de 1,5% comparativement au budget de 2025. Et là aussi, cela comprend les charges à caractère général, bien sûr les charges de personnel, les charges de gestion courante, la contribution de la ville au mécanisme de péréquation, et ça n'en manque pas, et les frais financiers, comme je vous disais tout à l'heure, qui représentent 2,4% de nos recettes quand même. Et donc, ils sont anticipés à un peu plus de 1,1 million d'euros. Ça pèse lourd pour financer la bulle spéculative et bancaire. Il y a aussi à cela les charges exceptionnelles qui, comme leur nom l'indique, sont des charges exceptionnelles. Dans les projets de programme d'équipement en 2026, donc nous prévoyons une enveloppe de dépenses d'équipement à 4,8 millions d'euros. Ça, pour préserver notre capacité des endettements et voir quels seront les projets d'État à l'égard des collectivités. Et donc, nous consacrerons 3,7 millions au titre de cette année et 1,1 million au titre des restes à réaliser 2025. Donc, vous avez un certain nombre de montants qui sont fléchés, notamment sur la voirie, sur l'éclairage, sur la maison de la biodiversité, sur la rénovation thermique, sur l'amélioration du patrimoine bâti, sur la requalification des aires de jeu, sur le renforcement et le renouvellement des moyens internes à la collectivité, sur les travaux comme tous les ans de notre régime municipal et en prévision de la révision du PLU et donc aussi de l'adoption du SCOT à l'agglo, une mission d'urbanisme pour préparer ces travaux que nous mènerons avec la population. Tout cela ne tient bien sûr pas compte, c'est le programme d'équipement, de tout ce qui fait la politique au quotidien de la ville, dans différents services, que ce soit pour l'enfance, la jeunesse, les familles, les seniors, le vivre ensemble, les quartiers, le cadre de vie, et j'en passe, puisque notre objectif est de maintenir, voire de développer et d'adapter notre service aux populations. J'en ai fini pour cette grande présentation des orientations de l'année, des orientations budgétaires 2026. Et comme la loi nous y oblige, nous avons 2 zooms à faire consécutivement, un sur les ressources humaines et l'autre sur la dette. Donc, vous avez en page 23 la structure de l'effectif des agents municipaux. Et pourquoi j'ai pas de page 24, ça c'est devenu compliqué. Ah non, c'est parce que je suis derrière, merci. Donc, vous voyez 568 postes permanents au 31 décembre 2025,
qui sont répartis dans les trois catégories de la fonction publique territoriale. Les titulaires représentent 74% de nos effectifs, et puis ils sont majoritairement des femmes à 64% d'entre elles. Il y a une répartition dans les différentes filières que vous retrouvez également et dans les différentes catégories pour nous amener au chiffre de 568 emplois permanents à décembre 2025. Sur les dépenses de personnel, nous avons remis les comptes administratifs de 2021 à 2025. Donc, le CA prévisionnel qui sera voté dans 15 jours établit donc les charges de personnel à un peu plus de 26 millions d'euros par an. Vous retrouvez là aussi notre politique en matière de formation interne, donc avec une reprise à un bon rythme de cette enveloppe et des formations de nos agents, et nous pouvons n'en être que satisfaits pour un total en 2025 de plus de 260 000 euros. À cela s'ajoute donc l'action sociale de la commune, notamment avec la participation à la complémentaire santé et l'assurance prévoyance, mais aussi notre subvention au casque qui reste inchangée. Les bons d'achat qui concernent donc les vêtements pour ceux qui ne bénéficient pas de vêtements d'un bon d'achat, et puis le bon de la fête des mères. Je rappelle, mais vous le savez, que la durée effective de travail ici est liée donc à un accord avec les organisations syndicales et les termes de la loi pour les 1607 heures, donc un travail sur 37h30 sur 5 jours et 25 jours de congé annuel et 15 jours de RTT. Et puis, dans l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs, nous continuons de porter plusieurs mesures, et pour en citer quelques-unes, il y a la titularisation des agents contractuels comptant 5 années de travail hors remplacement. Sachez que dans la mandature dernière, nous avons procédé à 25 titularisations. Nous travaillons aussi beaucoup sur la question des reclassements. Nous avons engagé de nouvelles politiques en matière de sport santé, mais aussi de formation, mais aussi de prise en compte des risques psychosociaux. Bien sûr, nous poursuivons le développement du centre municipal de santé, et puis l'insertion des personnes en situation de handicap, où nous dépensons largement le taux demandé par la loi. Et puis il y a les mesures exogènes, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la CNRACL, mais également les élections, puisqu'il faut un coût estimé à 12 500 euros par tour. Ensuite, je nous invite à regarder ce focus sur l'encours de la dette. Donc, je disais, au 31 décembre, elle s'établira à 38 533 000 euros contre 37 149 000 euros fin 2024. Et donc, vous avez une répartition de l'encours de dette entre 2024 et 2025. Et donc, ce qui est à retenir, c'est ce chiffre d'un peu plus de 38 millions d'euros qui vient s'établir au 31 décembre 2025 avec des emprunts divers. Ils sont tous et toutes répertoriés. Retenez que l'encours de dette compte 35 emprunts mobilisés auprès de 11 prêteurs, avec toujours le souci de veiller à une diversification des établissements bancaires, mais aussi à la solidité des emprunts que nous prenons, avec une part de taux fixe et une part de taux variable qui reste tout à fait maîtrisée pour nous permettre d'avoir des taux moyens. Vous l'avez en page 28 qui était établi en 2020 à 1,51% et qui passe à 2,5% en 2025, ce qui explique l'explosion, vous l'aurez compris, des intérêts de la dette, passant de presque 500 000 euros en 2021 à plus d'1 million en 2026. Voilà, donc sur la gestion de la trésorerie, je le réaffirme, ça a été posé au premier conseil municipal d'ailleurs. Cette ligne de trésorerie qui nous permet de pouvoir gérer bien les deniers de la commune sans faire de crédits lourds qui auraient des frais bien plus importants. Et donc, nous maintiendrons cette idée de pouvoir aller à une ligne de trésorerie jusqu'à maximum 7 millions, et vous voyez qu'en volume moyen, c'est plutôt 3 millions qui ont été mobilisés. Donc, je le redis bien une dernière fois, mais pour le réaffirmer, donc nous anticipons en 2026 notre épargne brute à 3,2 millions d'euros. Elle aurait été bien meilleure si les ponctions que j'ai évoquées n'avaient pas été bien affirmées et votées par l'État. C'est bien dommage. Un taux d'épargne autour de 7%. Et qui nous permet de réaliser une enveloppe de dépenses d'équipement à 4,8 millions d'euros pour une capacité de désendettement à 10,9 ans.
Et vous retrouvez la synthèse de ces chiffres et de ces ratios, que je vous invite d'ailleurs à retrouver dans chacun de nos documents d'orientation budgétaire. Et je veux profiter de ce moment pour remercier et féliciter le travail des services et singulièrement de la Direction générale des services et des finances pour le travail toujours rigoureux, pointu, qui est fait, qui nous permet d'avoir une feuille de route tout à fait claire et transparente et qui permet de voir la trajectoire de la collectivité. Donc, en conclusion, après un mandat profondément marqué par une succession de crises inédites, Mitry Mory a démontré sa capacité à résister, à protéger, à se transformer. Dans chaque période de tension, la ville a su tenir une ligne constante, agir utilement, protéger durablement et préparer l'avenir avec responsabilité, sans en attendre des instabilités par contre de l'État. C'est dans la continuité de cette trajectoire que s'inscrit 2026, budget de transition. Il ne se limite pas à un exercice de gestion, puisque nous confirmons une enveloppe conséquente d'investissement qui vient bien poursuivre la dynamique engagée et qui nous permettra aussi bien d'engager notre travail pour la mise en place du projet Mitry Mory en commun. Dans 15 jours, nous voterons le budget, mais cet acte aujourd'hui qui donne lieu à débat au conseil municipal est un acte politique, un marqueur de ce que nous voulons faire, la majorité dans cette commune, et en vous précisant la manière dont nous orienterons l'argent public et qui sera décliné par les diverses délibérations que nous aurons à prendre dans cette assemblée. Et je le répète, dans un contexte national incertain et des marges financières sous tension, nous devons donc redoubler d'efforts, de rigueur, d'adaptation pour pouvoir continuer à maintenir un haut niveau de service public pour tout un quartier et pour toutes les générations dans une ville toujours plus juste et plus durable. Et donc forte et fort d'ailleurs de la confiance renouvelée des Mitriennes et des Mitriens, eh bien nous continuerons d'agir pour une ville qui vous ressemble, qui nous rassemble. Je vous remercie de votre attention. Je sais que c'est un peu long. J'ai essayé de synthétiser un peu le propos, mais je nous invite, si le besoin en était, à revenir plus en détail. Et vous avez donc dans l'annexe l'état des indemnités perçues par les conseillers municipaux, sachant qu'elles reprennent la ville et les syndicats intercommunaux dans lesquels nous avons des responsabilités. Je vous remercie et je vous laisse place à la parole de celles et ceux qui voudront bien la prendre. Madame Margaté. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous. Ce débat d'orientation, c'est une déclaration, au nom de Mitry Mory en commun. Ce débat d'orientation budgétaire présente les orientations par la voix de Madame la maire que nous voulons donner pour l'année à venir. Forte de son expérience, la majorité municipale sait maîtriser l'équilibre entre ses dépenses et ses investissements. Un exercice de plus en plus complexe alors que le gouvernement poursuit sa ligne d'austérité auprès des collectivités territoriales. Nous le disons chaque année, chaque fois que nous en avons l'occasion, la dette de l'État n'est aucunement la faute des collectivités territoriales. Seul l'État en est responsable, une responsabilité s'appuyant sur des choix volontaires et assumés. Permettez-moi de rappeler que les communes n'ont d'autre choix que de voter leur budget en équilibre et qu'elles ne peuvent emprunter que pour investir. Il est donc facile de rejeter la faute sur les collectivités qui, depuis de trop nombreuses années, doivent jongler avec des dépenses plus élevées et des budgets toujours plus restreints, tout en faisant face au désengagement de l'État dans ses compétences régaliennes. Dans le PLF, le projet de loi de finances 2026, l'État poursuit ses ponctions dans la poche des collectivités qu'il a déjà vidées. Ces dernières voient leur marge de manœuvre en baisse, qui se traduira par une baisse de la qualité des services publics locaux, par une diminution de l'emploi public et par un amoindrissement de l'investissement. Dans ce nouveau projet de loi, Madame la maire l'a dit, ce ne sont pas 2,5 milliards qui sont ponctionnés, mais 5 milliards de mesures défavorables au bloc local. Utiliser les communes comme variable d'ajustement représente une erreur économique majeure, un contresens face aux exigences de justice sociale et fiscale, une atteinte à la cohésion nationale. En faisant payer aux communes les choix politiques nationaux, l'État affaiblit de fait la croissance de notre pays. En effet, premier investisseur public, les communes participent au soutien de l'économie locale, de l'emploi, de la transition écologique. Briser cette dynamique locale, c'est briser la dynamique nationale. La dette sert au gouvernement d'alibi massu pour imposer l'austérité aux services publics et aux collectivités. Ce sont des choix politiques
et ils sont contestables. La commission d'enquête du Sénat a évalué les aides publiques aux entreprises à 211 milliards annuels. Des aides aux entreprises, aux grandes entreprises, pas aux petites, aux grandes entreprises versées annuellement, sans contrôle, sans condition, sans transparence. 211 milliards, c'est 2 fois plus que les aides de l'État aux collectivités locales. C'est donc un choix politique très clair. Premier et dernier rempart, les communes font de la résistance. Santé, sécurité, sport, culture, éducation, loisirs, logement, emploi, enfants, jeunesse. Elles pallient à ces trop nombreux désengagements pour que des services publics de qualité et de proximité perdurent pour les habitants. Elles sont également des lieux de participation citoyenne, donnant toute sa vitalité à la démocratie de proximité. Une résistance communale qui va à l'encontre du projet politique que l'État souhaite instaurer. Le levier économique est le dernier moyen que l'État puisse utiliser pour contrer ces résistances en vue d'instaurer un nouveau projet de société libérale et axé sur la marchandisation de tous les services essentiels. Nous dénonçons la perte de tout dialogue constructif entre l'État et les collectivités. Les collectivités ne sont pas des services déconcentrés, un simple rouage administratif. Elles tirent leur légitimité du suffrage de nos concitoyens et agissent dans le cadre de la loi. Et c'est donc au respect de la libre administration des collectivités locales et à un réel respect du partenariat que nous appelons. Nous continuerons donc à porter la voix des communes pour qu'enfin elles puissent pleinement exercer leurs fonctions, des fonctions du quotidien, de proximité au plus près de la population, pour être aux côtés de notre jeunesse, relever les défis liés au vieillissement, construire une société plus juste, égalitaire, inclusive, une société qui s'engage réellement dans la transition écologique. Et les orientations budgétaires qui viennent d'être présentées en sont l'illustration. Nous poursuivons nos ambitions de politique publique forte pour accompagner et protéger les habitants de Mitry-Mory, des politiques mises en œuvre pour et avec la population. En termes de santé, d'éducation, de sport, de culture, de vacances, de jeunesse, etc. Et nous n'oublions pas les batailles que nous avons à mener ensemble avec la population, la bataille des finances publiques et de l'autonomie financière des collectivités locales, pour le retour d'un commissariat de plein exercice, mais aussi pour des transports du quotidien de qualité, pour la santé, le logement. Enfin, nous continuerons à porter notre voix pour la paix, pour que chacune et chacun puisse vivre dignement et dans le respect de ses droits partout dans le monde. Mitry-Mory affirme ses valeurs et ses missions de ville humaine, solidaire, de paix, de ville de lutte, de ville belle, rebelle et fraternelle. Je vous remercie. Merci Marianne. Y a-t-il d'autres interventions? Je vous en prie. Je vais intervenir sur plusieurs points, des choses juste à éclaircir. On a bien noté nombreuses baisses, nombreuses ponctions, la DGS qui descend, la subvention qui dégringole, le fonds vert en recul, la DCRTP en perte et la CNRAL qui grève les finances de la ville et qui allège les charges sur les salaires des agents. Il y a juste 2 points, donc on voit bien que le tableau est quand même pas très beau. On vous parlait de crise d'énergie de 2023. Vous n'évoquez pas celle qu'on vit en ce moment dans votre plan de finances. Est-ce que vous avez prévu un recours, parce que là on voit bien que l'énergie, le pétrole, le gaz et l'ensemble des énergies, l'électricité augmentent. Est-ce que vous en avez prévu dans votre orientation budgétaire? Autre point, vous évoquez dans le programme d'équipement 2026, les dépenses d'équipement seront financées par l'épargne brute, 67% des 3,2 millions. Et vous mettez des ressources définitives à hauteur de 134%, soit 6,4 millions, 2,8 millions au titre de la cession de l'école Elsa Triolet. Ça correspond à quoi? Vous avez fini? Parce que sinon on pouvait toutes les prendre. Donc sur l'épargne, enfin sur les dépenses d'équipement que vous évoquez, la vente de l'école Elsa Triolet, il s'agit de l'école provisoire Elsa Triolet qui est à côté du gymnase Ostermeyer, qui a été vendue à l'agglomération pour la construction d'une crèche 40 berceaux et d'une maison des 1000 premiers jours. Voilà, donc c'est une vente qui a été effectuée et qui d'ailleurs est déjà passée au conseil municipal en fin d'année dernière. Concernant la crise énergétique, personne ne sait aujourd'hui la manière dont vont s'anticiper les hausses d'inflation.
mais nos contrats d'énergie sont aujourd'hui bloqués. Donc, nous savons à combien nous achetons le gaz et nous savons à combien nous achetons l'électricité. Autre chose sera au moment des renouvellements de contrats, de la manière dont ceux-ci seront impactés par les guerres que ce monde connaît et la manière dont ça viendra impacter ce que nous avons connu en 2023-2024. Et donc, à cette époque-là, nous avons adapté notre manière de gérer, y compris à court terme, avec y compris la maîtrise des températures et autres, enfin, et j'en passe. Et donc, au moment des renouvellements de contrats, c'est là que s'établit la stratégie et en tout cas l'enveloppe budgétaire allouée. Étant entendu que toutes et tous, j'imagine, autour de la table, nous partageons l'idée que ça ne vienne pas, d'ailleurs, pour la question la plus importante, la plaie que ce que vient de dire Madame Margaté, c'est la première exigence, et d'autre part les répercussions que ça peut avoir sur la vie du quotidien des femmes et des hommes, et donc de la collectivité. Je vous redonne la parole. Je crois que vous n'aviez pas fini. Alors, effectivement, sur la cession de l'école, j'avais bien compris que c'était cette école-là qui était vendue. Mais vous dites qu'elle va servir à rembourser, à payer les investissements qu'on va faire, cet argent-là. Et puis après, vous dites que sur l'exercice 2026, la commune envisage de réaliser une cession pour un montant de 2,8 millions, donc ces fameuses cessions de l'école, qui étant précisé que le produit de la cession permettra de faire un remboursement anticipé des emprunts du même montant. Donc on peut pas rembourser des emprunts qui sont en cours et en même temps financer avec le même argent, puisqu'on l'a plus du coup si on a remboursé des emprunts. Ou alors c'est mal formulé, ou alors j'ai pas compris. Bah, vous jugerez si c'est mal formulé ou que vous avez mal compris, mais il y a une partie qui servira à l'investissement et une autre à un remboursement des emprunts. On parle d'un montant de 2,8 millions et ils sont pas en bloc. Hein. Ils peuvent être découpés à loisir sur le remboursement de l'emprunt, sur un autre investissement. En l'occurrence là, une partie viendra sur la politique d'équipement et l'autre sur le désendettement. Tout ça étant le budget d'investissement de la commune. Alors, je reprends la parole, excusez-moi. Donc, parce que c'est pas précisé, c'est aussi pour ça que c'est un peu, c'est là qu'on C'est vrai, vous avez raison, c'est un document qui n'est pas dense du tout et avec peu de précision. Ben voilà, sur cette page-là. Chacun appréciera. Mais bien sûr, mais j'apprécie que c'est pas clair, parce que la commune envisage de réaliser une cession pour un montant de 2,8 millions, étant précisé que le produit de la cession, donc le produit total de la cession, permettra de procéder à un remboursement anticipé d'emprunt. Et avant, vous nous dites ces ressources définitives, donc 2,8 millions à titre de l'école de la session de l'école Elsa Triolet, permettront de financer les investissements en cours ou à venir. Donc c'est pas possible. On peut pas avec 2,8 millions rembourser des emprunts et investir en même temps. Bah, c'est ce qui est marqué, Monsieur Sureau. C'est pas marqué qu'une partie partiellement remboursera. C'est marqué mais que vous avez le demandé montant de la cession va rembourser les emprunts en cours. Très bien. Vous avez demandé une précision. Elle vous est donnée, Monsieur Président. Tout simplement. Ensuite, concernant l'évolution des dépenses de personnel, on voit une évolution des heures supplémentaires assez conséquente. Pour quelle raison? Pour l'année 2025. La charge de travail, monsieur. Et y compris, c'est indiqué, mais peut-être que vous n'avez pas lu toutes les phrases, mais il est indiqué aussi le recours aux ASPE qui ont normalement un contrat de 8 heures et qui sont venus renforcer les équipes des équipements sportifs, le temps de retravailler le projet de service et de voir le nombre d'agents dont nous avions besoin. C'est aussi ça qui a pu faire gonfler les heures supplémentaires, mais c'est indiqué dans le document. Tout à fait. Il y a 15% d'augmentation entre 2024 et 2025. Et si on prend depuis 2021, on est à 52% d'augmentation d'heures supplémentaires. Ça fait beaucoup. Autre point. Toujours pareil, c'est la ligne de trésorerie. J'essaye de comprendre, parce que je sais très bien qu'un budget communal n'est pas la même chose qu'un budget d'entreprise. Et que dans une entreprise, une ligne de trésorerie, c'est très important. Ça permet d'éviter de faire des emprunts. J'ai regardé ce qu'on avait voté au conseil communautaire. On ne vote pas de ligne de trésorerie au conseil communautaire. Et on peut se servir de l'épargne que l'on a pour payer les travaux, effectivement, mais aussi pour compenser ce retard de paiement, comme vous aviez dit, Monsieur Sureau, en attendant les subventions et autres de l'État, c'est la CFCTVA et autres choses. Donc pourquoi on prend pas l'épargne que l'on a pour éviter d'emprunter une ligne de trésorerie. Ensuite, pareil sur cette ligne de trésorerie, voilà, il y a un petit truc qui est assez intéressant. Allez-y si vous voulez me répondre.
Le temps que vous trouviez votre feuille, oui, pas de souci, mais vous êtes constant. Hein, ça fait Je suis constant, oui, tout à maintenant 12 ans que vous posez la même question. Alors, vous voyez, Donc, je vais vous faire la expliquer- même réponse. Il s'agit d'une stratégie financière de la collectivité. Je la On parle comprends pas de budget communal. Ne me coupez pas, je vais pas vous couper, donc ne me coupez pas. La stratégie financière de la ville n'est pas comparable avec celle de l'agglomération, qui est à la tête d'un budget de 600 millions d'euros et donc avec des réserves qui sont bien différentes des nôtres. Par ailleurs, c'est un choix stratégique fait pour baisser le montant des intérêts payés par la collectivité si elle avait eu besoin de faire un emprunt bancaire traditionnel pour payer ses charges. Voilà. Donc on ne partage pas cette stratégie, c'est pas la seule d'ailleurs, Non, non. et donc c'est la même réponse. Alors, je vais reprendre ce qui est marqué dans le document. Sur l'année 2025, la ville a mobilisé sa ligne de trésorerie à hauteur de 3 371 000 euros et donc a réglé 160 000 euros de frais financiers. Et vous nous prenez comme exemple, pour nous dire que vous avez fait des économies, que si on avait emprunté 7,4 millions, pourquoi vous prenez pas la ligne, puisqu'on n'emprunte pas 7,4 millions, pourquoi vous prenez pas comme exemple qu'on emprunte 7,4 millions, 3 millions plutôt, à 3,60%, ce qui nous aurait fait gagner de l'argent apparemment. Parce que si je prends votre exemple, tout bêtement, hein, 3 400 000, j'arrondis, 160 000 euros de frais de financiers, 7 millions 40, donc 7 millions 400, c'est le plus du double, et on est à 66 000 euros de frais financiers. C'est-à-dire que 106 000 euros de plus pour plus du double de prêts. Donc, comme quoi, soit je comprends pas, j'essaye de comprendre. Je vois je fais un peu d'entreprise, je fais un peu de comptabilité. J'essaie de comprendre comment vous nous faites expliquer que vous faites des économies. A priori, il n'y a pas de question hein, dans votre. Il n'y a pas de question. Hein, c'est une revendication de ne pas utiliser de ligne de trésorerie. On l'utilise pas. On la place à une hauteur de 7 millions, mais on la mobilise à hauteur de ce dont on a besoin. Ouais. Pas à hauteur de ce qu'on n'a pas besoin. C'est pas la peine. Pourquoi vous comparez donc ce que vous avez besoin à ce que vous n'avez pas besoin? Vous empruntez 3,4 millions. Je suis d'accord. 3,4 millions, ça vous coûte 160 000. Là, vous nous dites, vous prenez l'exemple que si on avait emprunté 7 millions, ça nous aurait coûté 260 000. Forcément, 7 millions, c'est beaucoup plus que 3,4 millions. Et donc, vous gagnez 106 000 euros. Non, vous gagnez pas 106 000 euros parce que vous prenez un mauvais exemple. Si vous preniez le même exemple avec 3,60%, vous auriez moins d'intérêt. Mais bon, pourquoi on prend pas l'épargne brute aussi qui nous reste? Dont acte. Y a-t-il d'autres remarques? Eh bien, alors c'est pas un document qui se vote, mais par contre, la singularité de la loi est toujours se cache toujours le diable se cache dans les détails, mais il nous faut voter le fait qu'il y a eu un débat en conseil municipal. Donc, je veux repréciser pour celles et ceux qui sont nouveaux dans cette assistance que si vous votez pour, c'est non pas pour l'exposé que je vous ai fait, mais pour dire que le débat était ouvert et qu'il a eu lieu. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie et nous passons au point suivant qui est donc le règlement budgétaire et financier. C'est Monsieur Sureau. Oui, bonsoir à tous. Merci Madame le maire. Donc, le règlement budgétaire et financier, à la suite du renouvellement du conseil municipal intervenu le 15 mars dernier, et conformément au Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit établir un règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire. Le règlement budgétaire et financier constitue un document de référence qui encadre les règles de gestion budgétaire et comptable applicables au sein de la collectivité. Il s'inscrit dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable mise en œuvre par la commune depuis le 1er janvier 2024. Ce document a vocation à formaliser et harmoniser les procédures internes en matière budgétaire et comptable. Il sert aussi à préciser les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement ainsi que des crédits de paiement. Il sert aussi à garantir le respect des principes budgétaires et comptables, notamment celui de la permanence des méthodes. Il sert également à renforcer la lisibilité et la sécurisation des processus financiers et à contribuer à la diffusion d'une culture commune de gestion partagée entre les services et les élus. Le règlement budgétaire et financier constitue ainsi un outil structurant de pilotage permettant d'assurer la cohérence et la fiabilité des pratiques financières de la collectivité. Le projet de règlement budgétaire et financier annexé à la présente délibération reprend et formalise les règles
applicables à la commune dans le respect du cadre juridique et comptable en vigueur. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver ce règlement budgétaire et financier qui rentrera en vigueur à compter de son adoption. Et donc, vous avez le projet de délibération qui correspond exactement à ce que je viens de vous dire et dans lequel il vous est proposé d'approuver donc ce règlement budgétaire et financier, de préciser que la ville conserve le vote du budget par nature et par chapitre globalisé et de préciser que le règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter de la présente délibération. Merci. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Des votes contre? Des abstentions? C'est le règlement. C'est bon? C'est bon pour vous? Six abstentions, on est d'accord? Parfait. Merci. Nous passons maintenant, nous avons un certain nombre de délibérations pour désigner les membres dans les différentes instances. Ça se fera en deux salves dans nos conseils municipaux, mais nous commençons d'ores et déjà avec la commission d'appel d'offres. Mais avant que nous n'entamions cette série de délibérations, je vais vous demander, si vous en êtes d'accord et je l'espère, si on peut voter à main levée. Très bien, je vous remercie. Ça va nous faire gagner un temps précieux. Sinon, on fait 12 sur 2 votes à bulletin secret. On n'est pas couché. Merci d'avoir accepté cela. Comme je remercie l'opposition de nous avoir fourni là où elle pouvait siéger des noms, ce qui va nous permettre de pouvoir voter ensemble eh bien, les différentes désignations. Nous commençons donc avec la commission d'appel d'offres qui donc se réunit au moment où des marchés doivent être tranchés au sein de la collectivité. Et donc, il nous faut définir il y a 5 sièges à pourvoir, 5 titulaires et 5 suppléants en représentation proportionnelle au plus fort reste, qui donne 4 titulaires pour la majorité, 1 pour l'opposition, et de la même manière pour les suppléants. Donc, je vais vous donner lecture, si vous le voulez bien, des candidats. Donc, en titulaire, Diart Henri Verdi, Luc Marion, Laure Greza, Benoît Penez et Marie-Charline Florius. Et en suppléant, Malik Gay, Cathy Amari, Aziz Moussa, Hélène Batossi et Laurent Prugnot. Y a-t-il des remarques ou d'autres potentiels candidats? Je propose de le mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Eh bien, bienvenue à ces nouveaux membres de la commission d'appel d'offres à qui on souhaite de bons travaux. Je rappelle que la commission est présidée par le maire qui est de droit dans ces instances. Nous poursuivons, si vous le voulez bien, avec le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. Donc, il nous faut d'ores et déjà fixer le nombre des membres et je vous propose d'ores et déjà une modification puisqu'on a fait appel à candidature des associations dans un temps restreint entre le conseil d'installation et aujourd'hui. Et nous avons 8 associations qui souhaitent siéger au conseil, au CCAS. Et donc, il nous faut donc non pas 7 membres élus, mais 8 membres puisque c'est un conseil paritaire et je trouverais dommage de s'amputer de la présence d'une association dans notre CCAS. Donc, vous lirez avant la délibération que le maire donc est président de droit, mais donc 8 membres de l'Assemblée devront être élus au scrutin de liste. Ce qui nous donne de la même manière 7 membres de la majorité et 1 membre de l'opposition. Et donc, je vous propose les candidats suivants: Louise Delaby, Julie Morel, Luc Marion, Mohamed Kachour, Sandrine Lemaître, Adeline Oussiot, Christine Fouquet et Alexandra Huyot. Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue au sein du CCAS qui se réunira très prochainement lui aussi pour son débat son installation, son débat d'orientation budgétaire et par la suite le vote de son budget. Nous avons ensuite la désignation des membres du conseil au CA de la CEMI et de l'Assemblée générale des actionnaires, donc notre SEM Société d'économie mixte qui est bailleur et aménageur, et donc dans lequel il y a 8 sièges au conseil d'administration et 1 siège au sein de l'Assemblée générale.
Et donc, de la même manière, nous avons 8 représentants, donc 7 de la commune et 1 de l'opposition, et puis un représentant de la majorité, bien sûr, à l'Assemblée générale. Je vous propose comme candidats Charlotte Blandiot-Farid, Julie Morel, Audrey Charifi-Alaoui, Christine Fouquet, Marianne Margaté, Sébastien Merer, Malik Gueye et Richard Huyot. Et aux représentants des assemblées générales, Julie Morel. Pas de remarques? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et là aussi, nous nous réunirons très prochainement pour installer le CA de la CEMI et c'est tout. Donc nous poursuivons, si vous le voulez bien, avec la commission communale pour l'accessibilité, donc qui réunit aussi des élus, mais aussi des habitants volontaires et des représentants d'associations ou d'institutions. Nous ne sommes pas soumis à la même parité qu'au CCAS, donc je vous propose de conserver 5 représentants de la collectivité, 4 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Et je vous propose les candidats suivants: Franck Sureau, Mohamed Kachour, Louise Delaby, Sylvain Bernard et Charles Samsa. Pas de difficulté, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons ensuite aux désignations des représentants de la ville dans les conseils d'école où le maire ou son représentant peut siéger. Donc il nous faut dénommer un représentant par école. Donc je vous propose les candidats suivants. À l'école Godot, Sabri Leidouni. À l'école Jacqueline Quatremer, Franz Dorlus. À l'école Guy Moquet maternelle, Audrey Charifi-Alaoui. À l'école Van Gogh maternelle, Julie Morel. À l'école Émile Zola, Mélanie Z. À l'école Elsa Triolet, Florence Audonnet. À l'école Jean de La Fontaine, Laure Greza. À l'école François Couperin, Sylvain Bernard. À l'école Jean Moulin, Benoît Penez. À l'élémentaire Guy Moquet, Louise Delaby. À l'élémentaire Van Gogh, Abdelaziz Moussa. À l'école Henri Barbus, Luc Marion. À l'école Irène et Frédéric Joliot-Curie, Mohamed Kachour. Et à l'école Noël Fraboulet, Malik Gueye. Pas de difficulté? Oui, monsieur Prugnot, je vous en prie. Juste, mon équipe se pose la question, pourquoi on n'a pas de représentants de l'opposition dans les conseils d'école? Parce qu'il y a qu'un seul représentant, c'est dans c'est dans la délibération et puis c'est fixé par le cadre de l'éducation nationale. C'est un membre de la municipalité et donc de fait de la majorité. J'en profite pour dire que la carte scolaire, vous l'avez vu, est sortie et que malheureusement, on est au devant de 2 fermetures dans nos écoles primaires, une à l'école Guy Moquet et une à l'école Noël Fraboulet. Et donc, avec des parents, des enseignants, des personnels communaux, Florence Audonnet était ce matin devant l'inspection académique pour réclamer que les moyens, au moins les moyens, soient maintenus, sinon renforcés. Y a-t-il sur ces désignations des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite les représentants dans les établissements secondaires, donc pour la commune, puisque les communes qui accueillent ces établissements sont donc de droit également le maire ou son représentant dans les instances. Donc il s'agit du collège Éric Satie, du collège Paul Langevin et du lycée Honoré de Balzac. Donc, au collège Satie, je vous propose en titulaire Florence Audonnet et en suppléant Esther Améga. Au collège Paul Langevin, en titulaire Florence Audonnet et en suppléant Franz Dorlus. Au lycée Honoré de Balzac, en titulaire Charlotte Blandiot-Farid et en suppléante Audrey Charifi-Alaoui. Y a-t-il des questions? Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons ensuite à table commune, donc qui est anciennement que vous avez pu connaître sous le nom de Ciresco, qui est l'établissement public de coopération intercommunale pour la restauration scolaire et la restauration des personnes âgées et des festivités. Et donc là, nous devons dénommer 2 titulaires et 2 suppléants. Je vous propose en titulaire Audrey Charifi-Alaoui et Hélène Batossi et en suppléant Florence Audonnet et Farid Djabali. Monsieur Prugnot.
Là, encore même question, hein, pourquoi on n'a pas de représentant de l'opposition au sein de cette instance? Parce qu'au plus fort reste, il n'y a pas de place pour l'opposition dans les syndicats intercommunaux. Tout simplement. Y a-t-il d'autres remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons aux commissions de suivi de site des entreprises classées Céveso. Donc notamment, enfin pas notamment, mais CCPMF, Gazéchim, GREP, situés dans la zone Mitry-Compan. Et donc il nous faut désigner 2 titulaires et 2 suppléants. Donc je vous propose en titulaire Charlotte Blandio-Farid et Benoît Pénez, et en suppléant Farid Jabali et Malik Gueye. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la RC2EM, les réseaux mitriens, donc notre régie communale d'eau et d'électricité, dans lequel il faut désigner là aussi 7 membres de la municipalité et 6 membres de la société civile. Donc la répartition fait 6 pour la municipalité et 1 pour l'opposition, et donc 6 membres de la société civile. Donc je vous propose 7, pardon, ouais, 7. Donc je vous propose en candidat Sarah Wairi, Farid Jabali, Luc Marion, Malik Gueye, Franck Sureau, Thierry Tarquin et Laurent Prugnot. Et les membres de la société civile, Dominique Duigou, Hubert Souki, Jean-Charles Hirault, Christiane Auvinet, Alain Leroy et Daniel Lenoble. S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et nous poursuivons avec le SIGEF, qui est le syndicat intercommunal de gaz et d'électricité d'Île-de-France, où là, il nous faut désigner un titulaire et un suppléant. Donc, en titulaire, je vous propose Franck Sureau, et en suppléant, Benoît Pénez. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite l'association 5 hommes. Et donc, il nous faut là aussi désigner un titulaire et un suppléant. Et je vous propose en titulaire Benoît Pénez et en suppléant Malik Gueye. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons ensuite l'association d'aide à l'insertion professionnelle, connue sous le nom de d'AIP. Et je voyais que c'est désigné un représentant, vous avez ici un titulaire et un suppléant. oui. Et c'est noté dans la désignation un représentant. Bah, c'est dis ça peut-être comme que ça, dans hein. la délibération, c'est un titulaire, un suppléant. On est bien au point 14. Quel est le problème? Non, désigner comme représentant de la ville. Il est remarqué. Oui, mais c'est de toute manière, si le suppléant siège, ça fait toujours un représentant. Oui, Les je suis deux d'accord. siègent jamais en même Ok, temps. d'accord. Il fallait deux. Ouais. D'accord. Ça permet de suppléer en cas d'impossibilité, ce qui peut arriver. Ensuite, donc, nous avons l'AIP, donc l'association d'insertion professionnelle, où il nous faut nommer 3 membres du conseil municipal. Donc, je vous propose Franz Dorlus, Laure Greza et Cathy Amari. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vais dire des subventions, non? J'espère pour l'AIP, parce que sans subvention, elle ne vit pas. Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Et nous passons à la commission paritaire des halles et marchés couverts, et enfin du marché couvert en l'occurrence. Et donc, il nous faut 2 membres du conseil municipal, et je vous propose les candidatures de Laure Greza et Malik Gueye. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On arrive bientôt à la fin de ces désignations. Enfin, en tout cas, pour la première partie. Et il nous faut désigner des correspondants incendie et secours. Ça nous est demandé depuis le mandat dernier. Et donc, je vous propose de nommer en titulaire Benoît Pénez et en suppléant Malik Gueye. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Nous en avons fini
avec cette première partie de désignation, puisque nous y reviendrons avec le règlement intérieur et les commissions dans une prochaine partie. Et sachez qu'il y a un certain nombre d'instances aussi où les élus municipaux sont désignés non pas par la commune, mais par l'agglomération. Et donc, ce sera le cas dans la deuxième séance d'installation, enfin, après l'installation de la communauté d'agglomération. Nous en venons maintenant aux indemnités des élus avec la fixation et la répartition de l'enveloppe indemnitaire. Donc, je rappelle que les indemnités de fonction sont fixées et régies par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Elles ont pour objet de compenser les suggestions et charges inhérentes à l'exercice des mandats électifs. Étant donné la population de Mitry, nous sommes dorénavant dans une strate de communes de 20 000 à 49 999, qui d'ailleurs, vous le verrez dans le mémoire d'après, tient compte d'une majoration pour siéger d'ailleurs dans la strate au-dessus. Et donc, l'indemnité du maire est fixée à 90% de l'indice brut terminal. Et l'indemnité maximale des adjoints est fixée à 33% du même indice, sachant que tout ça doit tenir dans une seule et même enveloppe. Cette enveloppe, elle est déterminée à 17 264 € et 17 centimes brut mensuels. Et donc, il vous est proposé la répartition suivante. Pour le maire, 90% de l'indice brut. Au premier adjoint, 37,13. Pour les autres maires adjoints, 20,91. Et pour les conseillers municipaux délégués, 5,65, tenant compte de l'enveloppe qui est fixée, je le rappelle, à 17 264 € et 17 centimes brut mensuels. Y a-t-il des remarques? Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Contre ou abstention? Non, on a commencé à voter. Non, mais je vous ai levé la main, mais vous n'avez pas vu, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Ça m'étonnait. Je voyais pas les élus d'opposition dans cette... Non, vous n'êtes pas délégué, vous n'avez pas de délégation du maire. Alors, je me suis renseigné dans certaines communes, même de gauche, même communistes, les élus d'opposition ont une indemnité, ne serait-ce que pour le travail qu'ils produisent, leur présence, les frais d'essence. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le prix du litre, il est à plus de 2 €. Donc, on a dans mon équipe des gens qui sont, comme tout le monde, modestes à Mitry-Mory, et donc qui pourraient avoir une indemnité, ne serait-ce que pour un plein d'essence par mois. Voilà. Écoutez, heureusement qu'on l'a pas fait au mandat dernier, parce que vu le peu de fois où l'opposition a siégé, je ne sais pas à quoi aurait servi cette indemnité. Le choix et la proposition qui vous est faite, c'est de donner une indemnité à ceux qui ont des délégations, donc une charge et un travail auprès des services et de la population. Vous votez pas, vous faites une proposition autre sans souci, mais voici la proposition qui vous est faite et qui est soumise au vote. J'ai pas compris votre début d'intervention. Vous avez parlé de moi, de ma présence au conseil municipal? De l'opposition en entière. Ok, pas que de moi. Pas que de vous. D'accord, je préfère Bien parce sûr. que sinon j'aurais pu vous Vous rappeler n'êtes que pas à vous tout seul n'avez pas été à la l'opposition hauteur lors de municipale. ce conseil où je me suis fait insulter et Bien sûr. menacer. Vous n'êtes pas à vous tout seul l'opposition. Oui, monsieur Huyot. Excusez-moi, on vient d'arriver, donc on ne peut pas être absent. Non, mais c'est une réponse que je faisais à monsieur Huyot. À monsieur Prugnot, pardon. Excusez-moi. Donc en fait, bon. Non, mais je vous donne, voilà, de la même manière, une réponse. S'il y avait un conseiller municipal de la majorité qui n'avait pas de délégation, il n'aurait pas d'indemnité. C'est une ville solidaire. Humaine. Par exemple, Marianne Margatet n'a pas d'indemnité au titre de sa fonction de conseillère municipale parce qu'elle n'a pas de délégation du maire. Madame Margatet, Excusez-moi, elle on est n'est pas sénatrice, encouragé, donc hein. elle peut pas cumuler. Pardon? Alors, vous êtes chef d'entreprise, chacun a le droit d'avoir une vie à côté. Ça n'est pas une question. Mais en tout cas, voilà. Pardon? Pardon? C'est hors micro, c'est ça? Très bien. Donc, je vous propose de vous la soumettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? 6 contre, des abstentions. Je vous remercie.
Et donc, nous avons les majorations d'indemnité liées à la singularité de la commune, puisque nous l'avons au titre de bureau centralisateur du canton, mais aussi de l'éligibilité à la DSU, donc qui fait que nous sommes considérés dans une strate de 50 000 à 99 000 habitants. Donc, à ce titre-là, il vous est proposé de porter le taux de l'indemnité du maire à 123,5%. Et donc, vous retrouvez dans la délibération, et d'ailleurs dans le tableau qui s'ensuit, la répartition des indemnités que vous avez pour tout le monde, pour le maire, le premier adjoint, les adjoints et les conseillers délégués. Monsieur Prugnot. Je vais encore intervenir, mais je vais reprendre les termes que vous avez évoqués quand vous avez évoqué le débat d'orientation budgétaire. Baisse des subventions, nombreuses fonctions, ça chute, ça dégringole, ça grève les finances de la ville, il y a des crises énergétiques, il y a des frais financiers toujours plus lourds. Je peux continuer et je vois qu'entre 2025 et 2026, vous augmentez de 23%. Vous passez de 49 000 euros à l'année 2025 à plus de 60 000 euros, si je prends le tableau que vous avez là. Hein. Et j'aimerais aussi avoir une précision, pourquoi le premier adjoint a plus d'indemnités que les autres maires adjoints. Quand je regarde l'interco, les vice-présidents, que ce soit le premier vice-président ou le 15e vice-président, ils ont la même indemnité. J'aimerais juste qu'on m'éclaire. Non, mais il n'y a pas de souci avec la question que vous évoquez, Monsieur Prugnot. Sachez que dans la mandature dernière, nous étions sous la strate des 20 000 et que cette fois-ci, nous sommes au-dessus de la strate des 20 000, ce qui confère à ces majorations. Et par ailleurs, le premier adjoint a une charge plus lourde que les autres puisque c'est le premier et que dans sa représentation du maire, il est le premier à pouvoir et devoir, pas pouvoir, mais devoir me représenter. Voilà. Donc, puis par ailleurs, parce que j'étais sûre que cette question viendrait puisqu'elle vient de toutes les oppositions comme étant quelque chose de scandaleux, alors que c'est régi par la loi, encadré par la loi, et que de n'importe quelle couleur politique, les maires sont rémunérés et indemnisés de la même manière, et que c'est de droit, sauf si d'autres fonctions ne leur permet pas de. J'ai calculé, parce que c'est assez marrant, que finalement, cette indemnité pour en moyenne 80 heures de travail par semaine, ça représente 12 € de l'heure. Ça représente un investissement par habitant de 18 centimes par habitant. Et donc, c'est bien loin de la polémique et de la revendication que vous voulez engager sur les indemnités qui me sont conférées. Voilà, c'était pour la petite anecdote parce que on fait toujours beaucoup de mousse avec ça et on le fait de manière à salir aussi l'engagement des élus. Je rappelle que la responsabilité, elle est du 1er janvier au 31 décembre, de jour comme de nuit, et qu'il n'y a pas de honte que la République française permette des indemnités qui permettent aux élus de pouvoir assurer tout au long de l'année leur engagement auprès des services et auprès de leurs habitants. Si cela ne vous convient pas, je vous laisse continuer à polémiquer sans souci, mais j'assume sans problème. J'ai déjà eu, d'ailleurs, par le passé, à mettre mes indemnités et mes revenus dans l'évolution. Je n'ai aucun souci avec ça. Et si ça vous émeut, j'en suis désolée. Ça ne m'émeut absolument pas, Madame le maire, rassurez-vous. Mais le fait de dire ça fait tant par heure, par machin et tout, on vous a pas forcé d'être là, Madame le maire. Voilà, donc me faites pas ce calcul-là, vous voyez. Je suis peut-être prévisible, mais vous êtes tellement prévisible que je savais que vous alliez me répondre ça, parce que vous l'avez déjà fait l'autre fois. Vous dites c'est pas payé au SMIC, mais on fait pas ça pour l'argent quand on fait maire, quand on fait élu. On le fait pour la collectivité publique. Donc là-dessus, et puis je peux vous parler d'un chef d'entreprise aussi. Un chef d'entreprise, il fait plus de 80 heures par semaine. Et si on ramène au taux horaire, effectivement, c'est pas beaucoup. Donc, c'est trop facile. Donc, je dis simplement que vous avez la possibilité de prendre moins que ça. Vous avez le plafond, vous allez au plafond, c'est très bien. Mais j'éclaire simplement les mitriennes et les mitriens que dans une ville solidaire, vous n'êtes pas capable d'indemniser à 80 € vos élus d'opposition qui vont faire un travail aussi de terrain. Je l'ai fait pendant plusieurs années, à part les 3 dernières années où je me suis fait insulter et donc j'ai plus siégé dans ce conseil. Mais je dis, ville solidaire et humaine, ça dépend pour qui. Très bien, dont acte. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai juste une remarque. Oui, madame. C'est quand même quasi l'équivalent une augmentation quasi équivalente d'un SMIC net. On est quand même dans une ville qui est composée de classes moyennes, populaires. Donc, on a de quoi se poser quand même la question sur cette augmentation.
La revalorisation, elle concerne pas les adjoints, mais uniquement la maire, ni les élus de l'opposition, comme on vient de le dire. Quel message on envoie aux habitants quand on fait une augmentation comme celle-là? Et est-ce que vous trouvez que la décision, elle est cohérente avec les valeurs d'équité que vous défendez? Ah oui, je trouve totalement. Je vous dis encore une fois que c'est encadré par la loi au regard de la strate que nous avons franchie, ce qui nous permet aussi d'avoir un 10e adjoint, ce qui n'était pas le cas dans la mandature précédente, que tout ceci est encadré par la loi, que on ne se prétend pas solidaire et mener des politiques équitables en fonction de ce qu'on gagne, mais en fonction des politiques qu'on porte, des valeurs qu'on a et de la fraternité qu'on peut avoir accrochée au cœur pour toutes et tous, sans distinction. Juste dans l'enveloppe des 17 000... Alors, s'il vous plaît, juste, peut-être comme c'est la première fois qu'on... Oui. Si vous pouvez lever la main, excusez-moi. Non pas par discipline, mais pour nos caméramans, parce que ça leur permet d'identifier la personne qui souhaite parler. Comme ça, je vous donne la parole. Madame Fleurius, je vous en prie. Très bien, je vous remercie. Juste pour ma gouverne, hein, donc vous avez une enveloppe initiale qui était de 17 264,17 € brut mensuels. Alors, est-ce que ça comprenait les 90% avec les 37 et les 20 et les 5, ou est-ce que dedans il y a l'augmentation des 33%? Ou donc ça sera financé comment? C'est juste une question pour que je comprenne les mécanismes. L'enveloppe, elle est déterminée, elle vous est donnée, et puis vous verrez enfin, parce que tout ça est très transparent, et vous l'avez vu d'ailleurs dans le rapport d'orientation budgétaire, les montants vous sont donnés, donc il y a pas de loup. Non, mais est-ce que c'est dans les 17 264 €? Est-ce que c'est... Oui. C'est avant l'augmentation? Oui. Et ce sont des montants bruts avant impôt. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? C'est maintenant les contre. Oui. 6. Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, nous passons à la dernière délibération, qui est une délibération traditionnelle. Donc, je le rappelle pour celles et ceux qui siègent pour la première fois. Donc, ce sont les décisions du maire, c'est-à-dire celles qui ont été prises. J'en ai oublié une? Ah, pardon. Papa, j'ai passé trop vite. Pardon. Désolé, Franck. Désolé. Merci de m'avoir rappelé à mon ordre du jour. Il nous faut donc passer cette délibération pour les collaborateurs de cabinet. Alors, il y a plusieurs bourdes qui se sont glissées dans le document qui vous a été donné. Je rappelle donc qu'une commune de plus de 20 000 habitants a le droit à deux collaborateurs de cabinet, comme c'est le cas de la ville de Mitry-Mory. Je vous propose non pas de me permettre l'engagement d'un collaborateur, mais de 2 collaborateurs qui viendront en appui conseil à nos travaux. Monsieur Prugnot. Là encore, je veux bien qu'on soit passé de 20 000 à 21 000 habitants, mais est-ce que ce millier d'habitants justifie qu'on embauche 2 collaborateurs au cabinet du maire, plus la secrétaire, plus le... Je sais pas, je me pose la question. Et vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà. Très bien. J'ai une question. Et pour vous en prie. donc, ce serait quoi leur mission exacte? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Il y a quelque chose qui... Ah oui, ils ont Et une au feuille niveau de du- route, mais ça me concerne moi puisque c'est la feuille de route que la municipalité leur donne. Ce sont, voilà, D'accord. mes collaborateurs. D'accord. Et je peux vous dire qu'ils chôment pas. Ce n'est pas du tout la question, c'est juste Non, savoir s'il y avait j'imagine une bien. feuille Non, mais de route pour parce que comprendre la feuille de route est la tellement nécessité d'avoir large, 2 collaborateurs Oui. pour 1000 personnes en plus, juste comprendre c'était quoi la Non, feuille c'est de pas route. pour 1000 personnes en plus. Et au niveau de la ville, qui Vous est le déjà verrez sous dans le ten- qui est- budget. qui est déjà sous tension, voilà. Donc, c'est juste si c'était vraiment nécessaire. Bon, enfin, c'est des salariés. Si vous pensez qu'on n'a pas besoin de salariés, Ce n'est pas la question, Madame le maire. Vous c'est ma interprétez réponse. les propos. C'est ma réponse. Et c'est Bien. Très bien. C'est normal qu'on interprète chacun les uns et les autres et les décisions et les paroles. Ça fait partie de ce qui fait la démocratie au sein de cette auguste assemblée. Y a-t-il des votes contre? Pardon, Madame Four, excusez-moi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on ressent autant d'hostilité quand on pose une question. Pourquoi on peut pas avoir une réponse plus posée, plus sereine? On sent beaucoup d'agressivité, en fait. Je trouve que c'est notre premier conseil. Non, mais si, écoutez, peut-être pas, vous êtes du bon côté. Mais excusez-moi, moi, je vous dis que quand je parle, je trouve que c'est un petit peu tendu comme réponse. C'est un peu ferme, voilà.
C'est un ressenti, je vous en fais part, et j'espère que ce sera plus apaisé à venir. Très bien. De la même manière, c'est une interprétation. Et par ailleurs, il peut y avoir quelque peu d'agacement quand les questions qui sont posées relèvent systématiquement de la polémique qui vise à entacher l'engagement citoyen et politique. Voilà, il y a un peu d'agacement. Ce n'est pas de la polémique. Certes, et c'est pas du tout. Je vais finir, vous me coupez. Ça aussi, ça fait partie des règles. Si vous trouvez que mes manières de répondre sont difficiles, couper la parole, c'est aussi pas très courtois. Donc oui, quand les questions relèvent de la polémique, les réponses peuvent être agacées. Par ailleurs, si les questions sont constructives et pas polémiques, vous le verrez, il n'y a pas de raison. On se retrouvera aussi dans d'autres lieux et d'autres commissions. Et il n'y a pas de... Voilà, vous stigmatisez là des collaborateurs qui sont des salariés, qui font un travail formidable. Après, vous venez entacher les indemnités des élus qui travaillent au quotidien et vous mettez en doute la sincérité de ce qu'est la transparence du budget. Donc oui, des fois, ça agace un petit peu. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'acrimonie dans mon propos. Ressenti. Bien, je vous propose de le mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Alors, les contre, c'est maintenant. 6 contre. Les abstentions? Je vous remercie. Et nous passons, si vous voulez bien, cette fois-ci, donc aux décisions du maire. Donc, je voulais juste rappeler la règle, c'est-à-dire que la délibération que nous avons votée au premier conseil municipal, qui me confère la possibilité de prendre des décisions sur un certain nombre de domaines, font systématiquement l'objet d'une délibération au conseil pour vous rendre compte de la totalité des actes que j'aurais pu prendre en dehors du conseil municipal. Et qu'elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit, elles sont répertoriées dans ce mémoire que notre ami Franck Sureau a toujours le plaisir de présenter. Merci Madame le maire. Il y a d'ailleurs de ce point de vue une petite erreur dans le mémoire, puisque il est marqué que ces décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, il est indiqué au 3e petit paragraphe, vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020. Donc c'est celui, je suppose, du dernier Le conseil. 21 mars 2026. Voilà, 21 mars 2026, on corrigera, qui portait... Non, il s'agit des délibérations. il s'agit des délibérations qui ont lieu avant. Oui. Excusez-moi, monsieur le directeur général des services, vous avez tout à fait raison. Donc il Heureusement. s'agit bien des décisions prises par le maire avant, dans la fin de son précédent mandat, voilà, pour être clair. Et donc c'est bien vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020, portant délégation de pouvoir à madame le maire. Et donc il vous est proposé, à partir de là, de prendre acte des décisions prises entre le 16 février 2026 et le 9 mars 2026, soit les décisions qui sont annexées. Voilà, et donc c'était bien avant le renouvellement du conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Prugnot, je vous en prie. Sur 2 points. Sur le point 2026-31, qu'est-ce que ces souscriptions d'un abonnement auprès de SVP? Ça correspond à quoi? C'est une aide juridique, en fait, par téléphone. C'est des modalités que nous utilisons avant de faire appel à un conseil qui est bien plus onéreux. Il y a des possibilités pour les collectivités d'avoir des conventions avec des services juridiques qui permettent de répondre à des questions du quotidien, disons-le. Non, mais c'est vrai, oui. Oui, je vous en prie, monsieur Prugnot. Deuxième point, 2026-38. Je vois attribution d'un marché d'analyse de repas, de l'eau de consommation et d'audit des offices pour 8 500 €. Oui, c'est du contrôle, oui. Y compris parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, on est passé, je pense que c'est en lien aussi, enfin c'est pas je pense, c'est en lien aussi avec le changement d'un certain nombre de nos matériels de restauration scolaire pour passer au zéro plastique. Et donc c'est de l'analyse, c'est du contrôle hygiène. C'est bon pour vous, monsieur Prugnot? Oui. Bien, je vous propose de prendre acte des décisions du maire. Il est 21h58. La séance du conseil municipal est levée. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée.